Bonjour, je m'appelle Lala Touré, je travaille pour Advocate for Community Alternative. Je suis également membre du comité de coordination de l'OCDE. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les principes directeurs de l'OCDE et puis le système de fonctionnement des points de contact nationaux. Next, please. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de savoir quels sont ces principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. En fait, les principes directeurs sont également les lignes directrices des recommandations établies et auxquelles les gouvernements de l'OCDE ont adoré. Et ces principes régissent en fait la conduite des affaires et la conduite des entreprises multinationales dans le cadre de l'exécution de leurs activités. Next, please. Pour aussi comprendre les principes directeurs, il est important de parler un peu du contexte. Les principes directeurs, en fait, ont été adoptés par l'OCDE en 1976, ont connu une mise à jour qui a permis d'inclure le système de points de contact nationaux, qui est un système de règlement de conflits. Et la dernière mise à jour a eu lieu en 2011, qui a permis en fait d'aligner les principes directeurs de l'OCDE aux principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Donc, ce sont des normes qui permettent au gouvernement et puis aux entreprises de pouvoir traiter, réparer et les violations des droits de l'homme associées aux activités commerciales. Et la prochaine mise à jour de ces principes aura lieu en mi-2023. Next, please. Il est important également de parler des caractéristiques en fait de ces principes directeurs. Et ces principes directeurs ont des caractéristiques spécifiques, des caractéristiques uniques, parce que ces principes en fait ont un large champ d'application, c'est-à-dire couvrent un large champ d'application qui va des activités internationales et extraterritoriales. Et en plus de sa large couverture géographique, les principes directeurs également traitent des questions, d'une panoplie de questions relatives aux droits de l'homme, aux droits environnementaux, le problème d'emploi, le système de fonctionnement, la conduite des entreprises multinationales, et puis la reconnaissance de la responsabilité de la chaîne d'apprivoisement. C'est-à-dire, en plus de gérer la conduite des entreprises, les principes directeurs s'étendent au-delà des entreprises et couvrent toute la chaîne d'approvisionnement et puis les autres partenaires commerciaux des entreprises. Une autre particularité des principes directeurs, c'est vraiment la création du mécanisme de règlement des différends qui a été vraiment salué par les organisations de la société civile parce que ce mécanisme permet de résoudre en fait les litiges relatifs à la mauvaise conduite des entreprises. Et c'est aussi un instrument un peu complexe, hybride. Hybride, pourquoi? Parce que d'une part, c'est juridiquement contraignant pour les États membres de l'OCDE et d'autre part, son adhésion, son acceptance et tout le processus émanent de la seule volonté et de la seule bonne foi des entreprises multinationales. C'est ça, en fait, le caractère hybride que constitue cet instrument. Next. Après avoir vu les principes directeurs, et on l'a vu, une des caractéristiques des principes directeurs, c'est vraiment pour avoir créé les points de contact nationaux. Ce mécanisme qui est un mécanisme très important dans le système des principes généraux de l'OCDE. Donc, les points de contact nationaux, en fait, constituent une sorte de bureau et mis en place par les différents gouvernements, mis en place et soutenu par les gouvernements. C'est-à-dire, chaque État qui est membre, qui a adhéré au principe directeur, doit normalement mettre en place ce mécanisme. Et ce mécanisme, en fait, joue deux rôles principaux. L'un des rôles, c'est de promouvoir les principes directeurs
Et l'autre rôle qui est un rôle très important, c'est vraiment de recevoir les plaintes, de les traiter et d'essayer de créer un espace de dialogue entre les parties prenantes pour arriver à une solution durable. Et il faudra souligner quelque chose d'important, c'est que les plaintes déposées au niveau des points de contact nationaux n'ont pas une obligation juridique, c'est-à-dire ce sont des plaintes non juridiques et ce sont des plaintes qui sont généralement traitées à travers la médiation. Et contrairement aux tribunaux où il faudra faire des procès, qui prend un processus plus long, les points de contact nationaux, lorsqu'ils reçoivent une plainte, ils essaient de créer une médiation, vraiment d'établir la médiation entre les parties prenantes et les plaignants qui peuvent être les communautés, les organisations de la société civile et les entreprises pour arriver à une solution durable et remédier aux problèmes, trouver une solution durable aux problèmes et puis peut-être prendre des mesures pour que de telles pratiques d'abus, de violation des droits de l'homme ne puissent se reproduire. Next. Maintenant, je vais expliquer un peu comment ce système de mécanisme fonctionne. En fait, ce mécanisme suit des étapes dans le traitement des plaintes. Comme on l'a dit, les parties prenantes peuvent déposer des plaintes. Et ceux qui déposent généralement des plaintes, ce sont les membres de la communauté ou les personnes qui sont affectées par la conduite irresponsable des entreprises qui déposent généralement ces plaintes pour dénoncer que l'entreprise a violé les principes directeurs de l'OCDE. Après le dépôt de la plainte, maintenant, les points de contact nationaux évaluent la plainte pour déterminer si la plainte est recevable ou si la plainte doit être rejetée. Et quand ils déterminent que la plainte est une plainte recevable, ils essaient maintenant d'initier une médiation entre l'entreprise et puis les plaignants. Donc, pour arriver à une solution, pour essayer de résoudre le problème à travers la médiation. Et finalement, lorsque les parties arrivent à un accord, c'est-à-dire sont tombés d'accord et ils essaient de signer, ils signent l'accord et qui doit être mis en œuvre en fait par les différentes parties et principalement par l'entreprise qui dans la médiation peut reconnaître effectivement qu'il a tort et qui dit que voilà, voici les réparations des préjudices que je peux proposer et voici ce que je peux faire pour que de telles violations ne puissent se reproduire. Donc, après cela, les points de contact nationaux maintenant font une sorte de déclaration pour dire comment est-ce que le traitement des plaintes, comment est-ce que ça aboutit à tel ou tel résultat qui vont mentionner et essaie aussi de faire un suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la médiation. Next slide, please. Maintenant, comme tout mécanisme de règlement de conflit, les points de contact nationaux ont des points forts comme des points faibles. Donc, on va mentionner un peu, on va discuter un peu des points forts. Et par rapport à ce mécanisme est un mécanisme qui n'est pas cher. Contrairement ou bien comparé au mécanisme juridique où tu utilises un tribunal où tu dois payer les frais de procédure, où tu dois payer les frais d'avocat, il y a beaucoup d'autres frais qui doivent être dépensés. Et généralement, ceux qui se plaignent devant les points de contact nationaux, ce sont des groupes d'individus ou des membres de la communauté qui n'ont pas suffisamment de moyens pour aller devant les tribunaux. Donc, le processus, utiliser ce mécanisme de point focal est un système qui ne leur coûtera pas cher. Et puis, le système aussi est rapide en ce sens qu'il y a une célérité dans le traitement des dossiers. Contrairement au tribunal, qui peut prendre peut-être des années ou des années pour trouver une issue au litige, avec le mécanisme des points de contact nationaux, le système est beaucoup plus rapide.
ne peut pas dire efficace, mais beaucoup plus rapide. Donc, il y a une certaine célérité dans le traitement des dossiers. Et puis, il n'y a pas trop de contradictions. Comme c'est une médiation, les parties discutent, essaient d'arriver rapidement à un accord mutuel pour ne pas perdre trop de temps et pour ne pas, en fait, discuter long et puis faire durer la procédure infiniment. Et dans la procédure, je l'avais mentionné dans la diapositive précédente, les parties peuvent arriver à un accord et l'entreprise peut reconnaître sa responsabilité, présenter des excuses et promet d'améliorer sa politique interne en matière de conduite, sa politique interne en matière de conduite responsable et puis peut s'engager à réparer les préjudices, les torts et qu'elle a causé en fait aux plaignants. Et un des points forts, c'est que vraiment cette plateforme est créée, c'est-à-dire la plateforme de discussion, de médiation où les plaignants, les parties, les plaignants, par exemple, les membres de la communauté peuvent directement s'adresser à l'entreprise sans passer par une tierce personne. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et puis, avoir un engagement à long terme, c'est-à-dire une solution durable au problème et non une solution éphémère qui pourra aboutir à d'autres violations de droits de l'homme. Généralement, c'est ça et l'un des avantages d'avoir une médiation et avec les parties prenantes, de pouvoir pour les communautés de s'adresser directement ou pour les plaignants de s'adresser directement à la compagnie pour parler des problèmes et des violations des droits de l'homme dont ils font l'objet. Next, please. Maintenant, comme tout processus, il y a des faiblesses, bien sûr, n'est-ce pas? Et l'une des faiblesses, c'est que le processus n'est pas un processus contraignant, ce n'est pas obligatoire. Donc, les entreprises peuvent accepter d'adhérer au processus, de venir à la négociation ou pas. Ça dépend de leur seule bonne volonté. Et puis, les accords qui sont issus, les recommandations qui sont issues de la médiation ne sont pas contraignantes aux entreprises. C'est-à-dire, les entreprises sont soit libres de dire j'accepte ou je n'accepte pas, ou bien sont soit libres de mettre en œuvre ces recommandations ou de ne pas les mettre en œuvre ces recommandations. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne mettent pas en œuvre les recommandations, il n'y a aucune mesure qui soit prise pour pouvoir les forcer à appliquer, à mettre en œuvre ces recommandations. L'une des faiblesses également des points de contact nationaux, c'est le taux élevé de rejet des plaintes. Il a été remarqué que plus de 50% des plaintes reçues en 2021 ont été rejetées depuis le stade et de l'évaluation initiale. Ça, c'est aussi une des faiblesses. Et puis, généralement, même quand il y a négociation, il y a même quand il y a médiation, il y a peu de médiations qui aboutissent à un accord. Donc, ça aussi, il a été constaté qu'à peu près 7% c'est seulement 7% des cas de médiation arrivent à un accord effectif. Et l'une autre des faiblesses, c'est que la réparation n'est pas garantie. C'est-à-dire que quand l'accord est conclu, que les parties arrivent à un accord, établissent un contrat, si le contrat conclut cet accord, ce n'est pas sûr que la compagnie puisse exécuter en fait ses recommandations. Souvent, la compagnie retarde la mise en œuvre des recommandations en trouvant des excuses. Souvent, peut seulement réparer en partie le préjudice et ne pas réparer complètement le préjudice. Et puis, souvent même peut refuser de dédommager en fait les plaignants pour les préjudices qu'ils ont subis. Next slide. Et pour le dernier point de notre présentation, on va parler un peu de comment est-ce qu'il faudra faire pour que une plainte reçue au niveau des points de contact nationaux. Je crois qu'il y a certains points focaux qui sont très efficaces,
qui sont très efficaces. Donc, il faudra identifier les points focaux les plus efficaces parce qu'il y a des points focaux qui sont plus disposés que d'autres. Il y a certains aussi qui sont très persistants, c'est-à-dire même lorsque l'entreprise refuse de s'asseoir à la table de médiation, de négociation, ils insistent, ils insistent. Ils peuvent aussi prendre des mesures ou bien une sorte de déclaration pour souligner que l'entreprise, effectivement, ne se conforme pas aux principes directeurs et faire recours, en fait, aux autorités gouvernementales pour engager leurs responsabilités à veiller que les entreprises qui sont issues de ces États puissent effectivement respecter les droits de l'homme lors de leurs activités commerciales. Il y a aussi des points de contact nationaux qui vraiment font un suivi constant de la mise en œuvre des accords issus de la médiation. Il y a certains qui le font, il y a certains qui ne le font pas, mais il y a des points de contact nationaux très efficaces qui s'assurent à ce que l'accord concret soit effectivement mis en œuvre. Maintenant, il y a une autre chose que aussi les points de contact nationaux peuvent faire pour qu'une plainte soit réussie, c'est vraiment essayer d'intégrer la plainte dans une stratégie plus large. Par exemple, en utilisant les médias et faire une campagne de sensibilisation sur la question et parallèlement utiliser d'autres voies de recours, c'est-à-dire déposer des plaintes dans d'autres institutions, utilisant d'autres mécanismes de règlement de conflits, essayer de grouper les plaignants, et c'est-à-dire trouver un peu partout des plaignants ou des communautés qui sont victimes de telle entreprise pour pouvoir les grouper et avoir un large impact, en fait, un large impact sur cette question. Donc, avec le groupement des victimes, ça peut attirer l'attention et ça peut avoir une grande couverture médiatique et cela peut motiver et inciter les compagnies, en fait, à revoir leur conduite et à pouvoir réparer les victimes des préjudices qu'ils ont subis. Et aussi, il y a la question aussi de faire un plaidoyer au niveau des autorités gouvernementales et au niveau des investisseurs. Parce que les investisseurs, comme ils ont leur intérêt dans l'entreprise, ils n'ont pas intérêt à ce que l'entreprise ait une mauvaise renommée. Donc, quand on fait une sensibilisation au niveau des investisseurs, ils ont un poids, ils peuvent motiver ou inciter ou demander aux compagnies, aux entreprises sur le terrain de pouvoir vraiment suivre les principes directeurs et de cesser les activités qui ont un impact négatif sur les communautés ou le groupement de personnes qui font l'objet d'abus. Je vous remercie de votre aimable attention. Comme je l'ai dit, cette présentation est une présentation beaucoup plus générale. Donc, pour plus d'informations, s'il vous plaît, n'hésitez pas à visiter le site Internet de OCDE. Merci beaucoup.